Bien, chers collègues, mesdames et messieurs, il n'est pas très facile d'introduire une thématique aussi large. J'ai décidé de le faire en peu de minutes, en prenant 3 chemins, un peu de philosophie, un peu d'histoire de la médecine et un peu de sciences sociales de la santé. Je vais essayer ainsi de planter en quelque sorte le décor en m'exprimant en français et j'ai préparé des slides en anglais pour celles et ceux qui auraient des problèmes. Tout d'abord, la première porte que j'aimerais ouvrir, c'est d'abord celle de la question du pouvoir en médecine, puisque comme vous le savez, cette rencontre se situe dans un cycle qui porte ce titre. Et je crois que pour aborder cette question, il est bon de se souvenir d'un certain nombre d'éléments philosophiques. On peut dire d'une manière générale que la médecine est caractérisée par la volonté et la pratique de moduler la vie des gens. Et il se trouve que les philosophes ont évidemment beaucoup discuté de ce que c'était que la vie des gens, déjà Aristote, et la philosophie d'Aristote a été reprise par un philosophe très utile aujourd'hui pour penser à la médecine, c'est l'italien Giorgio Agamben, et qui nous rappelle que pour les anciens, eh bien, la vie n'était pas un monolithe, la vie n'était pas unique, mais les Grecs avaient cette grande intelligence de séparer la vie biologique de la vie sociale, de la vie individuelle, des modes de vie. La vie biologique, il l'appelait zoon, parce que nous la partageons avec les animaux. Et la vie sociale, la vie individuelle, la vie de la biographie, il l'appelait bios, c'est-à-dire la vie que nous entretenons, enfin que nous faisons, que nous avons chacun d'entre nous lorsque nous faisons autre chose que de soigner notre corps. Pourquoi est-ce que c'est utile? Eh bien, c'est utile parce qu'on peut, je ne vais pas le démontrer, mais je vais juste l'illustrer, on peut dire que le projet de la médecine moderne a été finalement de moduler la vie à ces 2 niveaux. Et ceci a commencé au XIXe siècle, en particulier avec le triomphe de la médecine moderne sous l'angle finalement de la médecine expérimentale ou le grand boom de la physiologie. Et ici, Claude Bernard, un autre auteur qu'il faut relire pour comprendre l'époque contemporaine, eh bien, disait dans ses principes de médecine expérimentale que la médecine était prête à faire un énorme saut puisqu'elle possédait désormais des modificateurs de la vie. Les modificateurs de la vie, et il disait dans cette citation, des modificateurs de la vie assez puissants pour la tuer, mais aussi assez puissants finalement pour rétablir la bonne vie, c'est-à-dire soigner les individus. Et Bernard eh bien, ajoutait une autre chose, mais ce n'était pas tellement son domaine, c'est qu'il disait que la médecine moderne doit agir sur 2 fronts. La santé des personnes à travers le soin porté à leur corps biologique, mais aussi le soin de la société et des corps en société à travers l'hygiène. C'est ainsi que le XIXe siècle, dont nous sommes les héritiers, va développer ces 2 axes. On va se mettre évidemment à systématiser, à travailler, à faire de la science, de la modulation de la vie biologique. Ça va être évidemment la médecine et en particulier la pathologie, mais ça va être en particulier aussi la pharmacologie. Ici, vous avez un traité qui, moi, m'émeut, puisque c'est parmi les premiers traités de pharmacologie. Et on voit qu'on explique finalement ce que c'est que la pharmacologie. Eh bien, c'est la science de la modification des corps, la puissance qu'a acquis le médecin, et en particulier là aussi le pharmacien, de modifier les corps vivants. Ça, c'était le premier front. Le deuxième front va être l'hygiène. Et vous allez voir pourquoi je vous raconte cela, mais c'est utile, je crois. Le deuxième front va être l'hygiène. Ici, nous sommes au début du XIXe siècle, et suite à toute une série d'événements politico-sanitaires qui vont se dérouler à partir en particulier de la Révolution française, en tout cas dans le cas français, dans le cas anglais c'était un peu plus tôt, eh bien, va se mettre en place un souci de santé des populations, comme le disait le philosophe Michel Foucault, et il s'agira pour finalement à la fois les politiques, mais aussi les médecins, des médecins qu'on dira bientôt de santé publique, d'intervenir sur la société ou sur la santé de la société, mais en passant par les choses. Moduler les choses pour moduler la vie biologique des personnes, ça va être le grand projet de l'hygiène. Et ici, dans ce très très beau traité que l'on doit à Halley, dont la première édition vient de Halley, vous pouvez lire, on voulait agir sur ce qui entoure l'humain, c'est les circumfusa, qui est devenu l'environnement, les applicata, tout ce qui s'applique sur le corps, les ingesta, tout ce qui est la nourriture et qui a donné lieu à la diététique, les excréta,
PERSEPTA, bien entendu, la gestion des restes et des excréments, les gestas, c'est-à-dire finalement marcher plusieurs fois, beaucoup de pas par jour pour maintenir la bonne santé, était déjà problématisé au début du 19e siècle, et aussi les percepta, c'est-à-dire l'influence que les perceptions exercent sur notre économie animale, c'est-à-dire sur notre biologie. Et je crois qu'il est bon de rappeler cela parce que ça va être le grand projet de la médecine moderne dont nous sommes encore les héritiers. Et ici, je vous illustre cela avec Lavoisier. Lavoisier, on le connaît comme chimiste, on sait moins qu'il faisait partie des premières commissions de santé de la France révolutionnaire. Et Lavoisier, en tant que chimiste, avec beaucoup de ses nouveaux médecins, eh bien, va faire de la santé publique et de la santé individuelle un vrai objectif politique. Et là, donc, il s'agissait d'agir sur les corps, mais aussi d'agir sur les choses et aussi agir sur les conditions d'existence pour optimaliser la santé des personnes et la santé de la société en général. Et j'illustre cela à travers une petite archive tout à fait savoureuse, puisque vous le savez peut-être, Lavoisier était aussi le secrétaire de l'Académie, il tenait les comptes de l'Académie, et il y avait d'anonymes donateurs qui avaient créé des prix pour étudier un peu mieux la préservation de la santé des ouvriers. C'était à la fin du XVIIIe siècle. D'une manière un peu schématisée, le projet de la médecine a donc été d'intervenir sur Zoé et Bios. Zoé plutôt la médecine, Bios plutôt la santé publique. Et comme ça, avec une modification en gros synchronique de ces deux aspects, eh bien, il s'agissait finalement de garantir la meilleure santé des individus et de la société avec cette nouvelle entité qui va apparaître bientôt. Ça date de la même période, la santé des populations. La notion de population émerge exactement dans ces moments-là. Si je vous raconte juste ce petit élément historique, c'est parce que c'est pour arriver finalement à une définition de la médecine et aussi pas une définition, mais en tout cas à une certaine appréciation de qu'est-ce que c'est que le pouvoir en médecine. Je crois que du fait même de son histoire, eh bien, le pouvoir de la médecine n'est pas un pouvoir vertical qui viendrait d'en haut, comme je l'illustre ici de manière un peu simplette avec ce manipulateur de marionnettes. Nous ne sommes pas des marionnettes. Mais à partir du 19e siècle, et nous sommes encore une fois les héritiers, va se mettre en place tout un réseau extrêmement fin, d'acteurs, mais aussi de moyens, d'instruments, de législation, de professions, de savoirs, qui viseront finalement à moduler la vie biologique des personnes et finalement à moduler la vie sociale des individus orientés vers la santé. Et je crois qu'aujourd'hui, une des difficultés que nous avons lorsqu'on adresse la question du pouvoir en médecine, eh bien, la première difficulté, c'est la complexité de ce pouvoir et la complexité de la distribution de ce pouvoir, puisqu'il ce pouvoir percole désormais dans des maillages extrêmement fins de notre société, de se laver les dents le matin jusqu'aux nouvelles thérapeutiques oncologiques, jusqu'au budget de la santé dont s'occupe M. Steyert. Tout ça, finalement, constitue le maillage qui distribue le pouvoir. Un pouvoir, finalement, qui vise quoi ? Eh bien, qui vise la conduite des conduites, c'est-à-dire la conduite des corps biologiques des gens et la conduite d'une société qui devrait tout faire pour rester en bonne santé. Alors une manière pour saisir cette complication et cette complexité de la distribution du pouvoir en médecine, eh bien évidemment on a un outil, en tout cas les sciences sociales et humaines ont inventé un outil, c'est la notion de norme. Et la norme est au cœur de nos discussions d'aujourd'hui et j'aimerais faire quelques remarques là-dessus. Donc, tout d'abord, revenons encore une fois à la médecine. On peut dire que la médecine est caractérisée, c'est sans doute la seule activité humaine et professionnelle caractérisée par autant d'éléments. J'ai noté le logos, c'est-à-dire la connaissance, la techné, c'est-à-dire la technique, les matérialités, l'épiméléia, c'est-à-dire le care, pour parler moderne, et la politeia, c'est-à-dire la politique. Et ce que l'on remarque, évidemment, peu importe, vous prenez n'importe quel moment historique ou n'importe quelle situation contemporaine, vous verrez que l'exercice de la médecine est configuré au moins sur ces 4 dimensions, la connaissance, la technique, le soin et la politique. Et les normes qui aujourd'hui orientent la pratique médicale et finalement la gestion générale des questions de santé, eh bien, traversent ces catégories. Et c'est ce que j'aimerais illustrer peut-être pour partager avec vous au moins un vocabulaire.
Ces normes, je crois que, eh bien, elles traversent ces catégories, eh bien, on peut les nommer. La première norme est la norme épistémique, qui renvoie aux normes liées à la connaissance. La deuxième, c'est les normes matérielles, qui sont liées à tout ce qui est les matérialités, les instruments, les outils, les infrastructures, on va le voir. La troisième norme, ou la troisième famille de normes, ce sont les normes prudentielles, on va voir ça tout de suite. Et les troisièmes, ce sont les normes politiques. Je crois qu'il vaut la peine de s'arrêter juste quelques secondes sur chacune de ces normes pour voir ce qu'on peut entendre lorsqu'on les évoque. Dans les normes épistémiques, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, on peut dire évidemment que ce sont les normes qui sont liées au système de connaissances. Et il est vrai que les systèmes de connaissances ont une histoire, mais en même temps, beaucoup de systèmes de connaissances coexistent à un moment donné, que ce soit entre les spécialités médicales ou entre certaines traditions médicales ou de soins. Mais pour le sociologue, il y a quelque chose de très très important qu'il faut soulever, c'est que les normes, eh bien, elles génèrent, l'adhésion à des normes génère ce qu'un sociologue qui s'appelle Hölzer a appelé des communautés épistémiques, c'est-à-dire des communautés de connaissances. Les normes épistémiques font que les gens s'associent autour d'un savoir pour le partager et le mettre en œuvre. Et beaucoup d'ailleurs de controverses dans le domaine scientifique en général et médical en particulier sont des controverses qui ont lieu entre des communautés épistémiques qui ne sont pas forcément d'accord sur finalement les théories du vivant, les théories des choses sur lesquelles ils essayent d'intervenir. Et là, nous n'avons pas le temps, mais vous repérez évidemment ici toute une série de formalisations de ces normes épistémiques, de l'evidence-based medicine à sa mise en application par des formules PICO, les guidelines, etc. Je crois qu'on peut dire que tout cela participe de ces normes épistémiques. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est le troisième alinéa ici, c'est que le degré de solidité, de robustesse, mais aussi de compatibilité de ces normes varie évidemment énormément. Et lorsque ce degré de robustesse, de compatibilité varie, eh bien, la situation devient extrêmement chaude et la pratique médicale est traversée de tensions et de controverses. D'autres normes que l'on a tendance un peu à négliger, parce qu'on a un peu tendance à dire que hors de la médecine technique, il y a essentiellement l'éthique, ce sont les normes matérielles. Les normes matérielles, je crois qu'il faut leur donner une importance très très forte, puisque évidemment elles renvoient à tous les dispositifs matériels, en l'occurrence ici de la médecine, et on sait bien évidemment que la médecine sans matérialité est finalement assez démunie. Mais ce qu'il y a de très important, c'est que la pratique médicale est profondément modulée, normée précisément par des éléments matériels. Ce sont bien sûr les techniques, ce sont les instruments, ce sont évidemment les architectures, ce sont les infrastructures. Tous ces éléments-là sont déterminants dans l'orientation des pratiques médicales et de santé. Et là, je ne vais pas évidemment commenter chacune de ces images. Ici, vous avez des instruments. Ici, vous avez, à ma connaissance, le premier plan de l'hôpital moderne qui a été établi aux États-Unis en 1953 et qui est devenu le paradigme de tous les hôpitaux universitaires de la planète. Et ici, vous voyez, je vous ai mis un selfie d'infirmières dans leur petit endroit d'infirmière. Pourquoi est-ce que je vous ai mis ça? Eh bien, c'est en pensant à une des données qui était dans la thèse de Béatrice Schad, que j'ai le plaisir de co-diriger avec mon collègue Fritz Stiefel, et qui avait montré comment les patients se plaignaient de quoi? Eh bien, se plaignaient d'entendre le rire des infirmières qui échangeaient, évidemment, vivaient leur vie privée dans leur milieu professionnel, et ce qui était très pénible pour les patients, en particulier des patients gravement malades. Là, typiquement, vous voyez, vous avez une pratique qui est complètement orientée par des normes matérielles, la matérialité des architectures. Ensuite, évidemment, et ça c'est beaucoup plus connu, ce sont les normes prudentielles. Les normes prudentielles, c'est l'éthique à Nicomaque d'Aristote. On peut mettre là-dessous, bien sûr, à la fois une grosse partie de la clinique et l'immense partie, ou sans doute la totalité du Caire. Mais je crois que les normes prudentielles sont vraiment très intéressantes, je dirais, à affiner. Comme c'est écrit ici, mais j'ai de la peine à voir parce que mon écran, je pensais l'avoir devant les yeux, mais il est plus loin et j'ai une très mauvaise vue. Les normes prudentielles sont des normes qui sont orientées par l'action.
orienté vers l'action. Et ça, c'est quelque chose de très très important. Et comme le disait déjà Aristote, pour mener une bonne action, il faut être doté de compétences. Et ces compétences, évidemment, en médecine, elles ont été formalisées dans la déontologie, dans les communication skills, etc., etc., dans le jugement clinique en dehors de ces aspects techniques. Et en même temps, pour l'adéquation ou le suivi d'une norme prudentielle ne peut pas faire l'économie de nos propres jugements moraux, de nos propres économies morales. Et les normes prudentielles sont très intéressantes finalement à analyser et en même temps très importantes à penser, parce qu'il s'agit toujours d'une sorte d'alchimie entre des normes formalisées que l'on peut trouver, j'ai donné quelques exemples ici, et des normes personnelles, des principes d'action qui sont liés finalement à ce que sont les personnes, leur éducation, leur parcours de vie, bref, tout ce qui constitue les économies morales, pour parler avec l'anthropologue Didier Fassin. Mais en même temps, les normes prudentielles sont très importantes. Pourquoi ? Parce qu'elles risquent, dans certains cas, et dans des cas, on va dire, de très forte bureaucratisation, eh bien, d'être un peu annihilées par d'autres normes, des normes, on va dire, procédurales, des normes peut-être même épistémiques ou matérielles. Et l'annihilation des normes prudentielles, ou en tout cas la diminution de leur importance, pose évidemment d'énormes problèmes à la médecine que nous rencontrons tous les jours. C'est que les médecins et les soignants ne peuvent plus réellement s'adapter à des situations spécifiques, c'est ce qu'on appelle l'idiosyncrasie, ne peuvent plus s'adapter ne peuvent plus mobiliser leur savoir et leurs compétences par rapport à des situations spécifiques dans un système qui les contraindrait à traiter chaque situation de la même manière ou chaque patient de la même manière. C'est là une des origines de l'épidémie de burn-out dans les hôpitaux. Et enfin, les normes politiques, évidemment, qui sont aussi, elles, assez larges, mais relativement, finalement, connues, les normes légales, les normes commerciales, les normes finalement aussi actuarielles, tout le dispositif évidemment des assurances, et ça évidemment, ça contraint évidemment considérablement le système de santé dans lequel nous sommes, et comme le rappelait M. Steyert, ça le contraint, je dirais, avec force et en même temps difficulté, puisque lorsque l'on voit que la santé représente 11 à 12%, voire jusqu'à 18% du PIB, on voit bien que l'urgence d'État de maintenir la médecine telle qu'elle est, eh bien, institue des normes politiques extrêmement fortes. Alors là, je vous ai donné comme ça un petit vocabulaire, mais peut-être d'une manière un peu plus analytique et trop rapidement, excusez-moi, j'aimerais simplement vous dire que une manière d'analyser les situations, en particulier les situations de tension dans le domaine de la médecine, et c'est pour ça que ce cycle, je crois, de conférences est organisé, eh bien, c'est de travailler justement sur le travail qu'en font c'est d'analyser, d'étudier, de rendre compte du travail que font les acteurs sur le terrain pour rendre toutes ces normes compatibles. Nous passons un temps incroyable, nous mettons une énergie incroyable, et les institutions aussi, pour rendre finalement ces normes compatibles, pour aligner en quelque sorte, comme c'est indiqué sur ce schéma, des normes épistémiques, des normes matérielles, des normes prudentielles et des normes politiques. C'est donc un travail qui est cette espèce de paratravail de la médecine qui occupe en gros une grande partie du temps et aussi de l'énergie psychique des acteurs de la médecine. Et qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on observe, qu'est-ce qui est en œuvre dans ce travail d'alignement des normes ? Eh bien, je crois qu'il y a un travail qui se fait à deux niveaux qu'il me semble bien de distinguer. Le premier niveau, c'est évidemment l'intersubjectivité. On aligne des normes en discutant entre collègues, en discutant avec les autorités, en discutant. Donc c'est vraiment la dimension d'intersubjectivité. Mais pour passer pas mal de temps dans le monde hospitalier ou dans le monde médical, on voit évidemment que la résolution, enfin, l'alignement des normes par l'intersubjectivité n'est pas si évident. Souvent, ça crée beaucoup de tensions, voire même des étincelles, voire même des souffrances, parce que manque généralement quelque chose que le sociologue et anthropologue des sciences Bruno Latour avait très bien identifié, c'est le travail de l'interobjectivité. Et lorsque l'on sait que la médecine est un domaine où la question de l'objectivité, au sens large du terme, l'objectivité qui est produite dans une démarche diagnostique, l'objectivité des situations est tellement prégnante, je crois qu'il faut affûter l'esprit pour entrer beaucoup plus en interobjectivité qu'en intersubjectivité. J'espère que ce que je vous ai dit là, très rapidement, n'est pas que du blabla. Je crois qu'aujourd'hui, ce cadre général peut être utile.
Alors là, je reviens un peu à ce que j'essaye de faire modestement. Comme vous le savez sans doute, la Confédération a investi d'abord 70 millions, je crois qu'on en est à 68, pour le développement de la médecine personnalisée en Suisse, à travers le programme du Swiss Personalized Health Network, etc. Vous avez sans doute, puisque vous êtes là, entendu parler de ce genre de choses. Et c'est quelque chose qui est très très intéressant à analyser, puisqu'on nous annonce un nouveau shift, une grande transformation de la médecine. Nous passerions de ceci, c'est-à-dire une médecine telle qu'on l'a connue dès le 19e siècle. Ici, la gestion de Zoé, vous avez vu ici, je n'ai pas mis une frontière très franche, il y a évidemment là de l'osmose, mais en gros ici, la médecine de Zoé et la santé publique qui s'occupe du BIOS. Et on nous annonce une autre médecine qui est justement cette médecine personnalisée qui va en gros reconfigurer les rapports entre le corps biologique et le corps social, une médecine, la 4P médecine, je ne peux pas rentrer dans les détails. Mais j'aimerais juste illustrer ce point, c'est que le passage de là à là, en tout cas d'après moi, ne pourra se faire que par un travail d'alignement de ces normes. Et ce qu'il y a d'intéressant, et c'est ma dernière diapositive je crois, c'est que ce travail d'alignement des normes, eh bien, c'est juste pour vous donner un exemple, il est déjà en œuvre. Dans le domaine qui m'intéresse, qui est la médecine personnalisée, eh bien, vous voyez qu'ici, on essaye de combler ici des gaps épistémiques en redéfinissant les maladies. Ici, en l'occurrence, dans ce papier, c'est la question de la redéfinition du diabète par rapport à la médecine personnalisée. On se met aussi, évidemment, à essayer de remplir en quelque sorte le gap, à réaligner les normes matérielles, en particulier en intégrant les systèmes de séquençage du génome à l'intérieur même des systèmes hospitaliers. Je vais extrêmement vite, pardonnez-moi. Ici, au niveau des normes prudentielles, eh bien, là, c'est évidemment la question de l'intégration dans la clinique d'une médecine génomique qui fait parler beaucoup d'elle, comme ici, dans ses recommandations pour l'intégration de la génomique dans la pratique clinique. Et aussi au niveau des normes politiques, ou on devrait dire sociales et politiques, eh bien beaucoup de débats effectivement ont lieu, puisque vous voyez ici l'idée, et en tout cas des principaux protagonistes de ces développements, des acteurs de ces développements, c'est que la médecine de précision doit donner lieu à un nouveau contrat social qui est non seulement lié à des investissements, mais un contrat social avec chacun et chacune d'entre nous, qui pourrait ainsi bénéficier des informations génomiques pour adapter son comportement un peu de la même manière que l'hygiène le préconisait au XIXe siècle. Voilà en quelques mots la manière dont je crois qu'on peut voir la question du pouvoir en médecine et le travail sur les normes que ce pouvoir nécessite. Et j'arrête.